Engagé public. Bonjour, bienvenue aux Engagés publics. Mon nom est Denis Martel. Cette semaine, je suis en compagnie de Marois Risky. Bonjour Marois, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Je vais vous appeler Marois, mais je vais vous voyer en même temps. OK? Parfait. Parce qu'il y a la fonction, puis tout, puis je pense que c'est le même qu'il faut faire. Marois Risky, fiscaliste, membre du barreau du Québec et du barreau de New York, anciennement professeur agrégé à l'école de gestion de l'Université de Sherbrooke, co-directrice des programmes d'études de deuxième cycle en fiscalité au campus de Longueuil, députée de Saint-Laurent maintenant, députée de Saint-Laurent pour le Parti libéral du Québec, évidemment, membre du barreau de l'Assemblée nationale, du barreau, vas-tu, gars, il y a totalement... C'est bien, on amène l'éthique à l'Assemblée nationale, voilà. c'est parfait. Oh, j'aime ça. Membre du bureau de l'Assemblée nationale, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation et tout dernièrement, porte-parole de l'opposition officielle, responsable de la région de la capitale nationale. Donc, oui, puis je dors dans tout ça. Tu réussis-tu? Je veux dire que la semaine passée, quand j'ai appris que j'étais maintenant la nouvelle porte-parole de la capitale nationale, en plus de mon dossier d'éducation, j'ai fait OK. Il y a 7 jours dans une semaine et je me suis mis sur le téléphone à parler avec les gens. Puis ça fait maintenant une semaine que je le suis. Puis je sens là, que je commence à manquer de temps. Là. Alors, fort que tranquillement, en fin de semaine, je revois mon agenda pour l'équilibrer. Tu réussis quand même à aller courir. Oui, avec ma belle tuque du revoir. Juste pour la petite histoire, on a été un peu pris de court tantôt à cause de Marois vous reveniez de courir, puis ça a donné lieu à une situation où on a dû se dépêcher un petit peu. OK, écoutez, en préparant l'entrevue, moi je suis un gars de Québec avant toute chose, c'est pour ça que c'est moi qui ai pris l'entrevue aujourd'hui. Je suis un vrai gars de Québec, j'habite à Charlebourg. Puis en préparant l'entrevue, j'ai appris que c'était Enrico Ciccone qui s'occupait des fonctions après. J'en avais aucune idée. Mais c'est aussi bien comme ça parce qu'un ancien joueur des Canadiens s'occupait de la région de Québec. Je pense qu'on l'aurait mal pris. C'est aussi bien qu'on s'en soit pas rendu compte. Mais il aime beaucoup Québec quand même. Oui, j'en doute pas. En tout cas, là, l'affront est lavé. On sait que vous ne passerez pas inaperçu. C'est quoi, Marois Risky, vos grands dossiers prioritaires pour Québec? C'est clair, d'ailleurs, pour un gars de Charlebourg, vous devez le savoir, le tramway va-t-il ou pas se rendre jusqu'à Charlebourg? Hey, ça réduit là, les attentes. Ben oui. Il y a toute la discussion du troisième lien, il y a aussi la question du port, même si c'est un enjeu fédéral, il y a des questions environnementales qui nous concernent. Puis, évidemment, là, je sais que c'est un dossier qui est national, mais la situation dans les écoles est aussi préoccupante, sinon plus à Québec. L'an dernier, avant la pandémie, il y avait une école à Québec qui avait eu là, au mois de janvier des enfants dans une classe. Il y a eu un roulement là, au mois de janvier. Ils ont eu 7 différents remplaçants. Je me souviens d'avoir vu ça. C'est ça aussi, la pénurie. Tout le monde pense que c'est à Montréal. C'est un enjeu, la pénurie. C'est un enjeu de Montréal. Non, il y a vraiment un gros problème à la capitale nationale de trouver de la main-d'œuvre, de trouver des enseignants, de trouver aussi des orthopédagogues, des orthophonistes. Alors oui, il y a des affichages de postes, mais on n'arrive pas à les combler. Et ça fait qu'il y a des conséquences. Les familles, il y a plein de familles qui sont en attente d'avoir une place en CPE. La liste s'est même allongée dans la dernière année. Alors ça, c'est aussi un enjeu qui me parle. Puis je dis, OK, mais c'est ce que... Il y a la pandémie, bien évidemment. Ben moi, je fais partie des éternels optimistes qui sait que ça va terminer la pandémie. Puis qu'à un moment donné, il va falloir qu'on gère notre quotidien. Alors, une fois que notre quotidien va revenir, ben c'est sûr que pour moi, c'est clair que plus je parle avec les gens de Québec, eux me disent, moi, là, je veux, des écoles, des belles écoles, mais juste surtout d'avoir un prof dans ma classe, un professeur titulaire de la classe. Ça regroupe 2 de vos dossiers importants. Oui. Hier, j'écoutais une entrevue à Radio-Canada où vous dévoiliez devoir parler dans la journée avec Régis Labaume. Est-ce que c'est arrivé, premièrement? Et si oui, de quoi vous avez parlé? Sur quoi portait votre discussion? Première des choses, j'aimerais juste vous dire qu'il est fort sympathique, très dynamique. Il m'a pas l'air d'un gars qui s'en va en retraite. Oh, on est-tu en train d'apprendre quelque chose? Non, mais moi, là, je l'ai vu, j'ai parlé, je dis, il y a ben trop d'énergie pour aller s'en aller à la retraite, c'est vrai, au golf. Là. Il est flamboyant, puis c'est un fan fini de Québec. Là. Ah oui. Moi, ce qui m'épate de M. C'est pas Labaume... mon meilleur ambassadeur que lui.
on a beaucoup de jeunes aux engagés publics là, parmi nos collaborateurs, puis tous les jeunes des engagés publics sont pratiquement tous de Montréal, mais ils trippent sur Régis Labaume. Ah oui, ben c'est quelque chose. Puis moi, mettons, je suis à Saint-Laurent, j'ai Alain Desouza, le maire de Ville-Saint-Laurent, qui défend sa ville, puis j'aime ça. Là, il est très chauvin, Alain. Là. Mais quand je regarde M. Labaume, lui aussi, il a dit là, à Montréal, vous avez tout à Montréal, pouvez-vous nous en laisser pour Québec? Parce que nous autres aussi, on a besoin d'avoir du transport collectif. Là, je ne vais pas le limiter parfaitement. C'est ça qu'il a dit? Pour vrai, c'est-tu de ça que vous avez parlé comme ça? Oui, c'est sûr que quand il regarde les investissements consacrés et les annonces qui ont été faites dernièrement pour le prolongement du REM, il dit OK, mais Québec existe. Et il dit, je suis content pour Valérie, je suis content pour les Montréalais, mais nous, à Québec, on existe, on aimerait avoir notre port du Lion aussi. Puis il faut arrêter, puis j'ai aussi parlé avec d'autres personnes, notamment Étienne Grandmont, du transport viable à Québec. Il dit, il faut aussi arrêter de regarder le financement du transport collectif juste avec le nombre d'usagers actuels. Il faut regarder aussi ce qu'on appelle la carte de chaleur. Les gens qui se déplacent avec leur véhicule de la partie de la maison pour se rendre au travail. Cette carte de chaleur, il faut regarder le transport espéré collectif. Donc, qu'est-ce qu'on est capable un jour de convaincre quelqu'un de laisser son véhicule à la maison ou encore mieux de ne pas acheter de véhicule ou à tout moins électrique et dire, ça va être gagnant de prendre finalement un transport collectif. Puis oui, je vais gagner en temps puis aussi en argent puis ça va être moins polluant. La meilleure façon d'y arriver, c'est d'avoir un réseau qui fonctionne bien. Oui, mais ça prend d'abord une première pelletée de terre, puis on n'est pas encore rendu là. Pourquoi c'est toujours si compliqué? Moi, j'ai l'impression que c'est toujours plus compliqué à Québec. C'est comme si tous les dossiers étaient méga politisés, comme si on donnait peut-être même un peu trop d'importance aux radios d'opinion ou à l'opinion en général. Pas juste les radios, je ne veux pas tomber dans ce truc-là, mais pourquoi? C'est vrai que c'est plus compliqué ici? C'est que ça avance vraiment beaucoup, beaucoup moins vite. Là. On fait un comparable. Là, le REM a été annoncé, la petite de terre a été faite, on termine le projet. Puis on s'en vient déjà annoncer les prochaines phases du REM. Alors que quand il est question du transport collectif à Québec, on n'est pas capable. Non seulement on réduit le tracé, on n'arrête pas de le réduire. Puis là, ça prend Jean-Yves Duclos, ministre fédéral, qui dit vendredi dernier, arrêtez de jouer la roulette russe avec l'argent du fédéral. 1,2 milliard là, dans ce qui a été attaché et annoncé, mais il est valide jusqu'à 2023. Là. L'entente est signée jusqu'à 2023. Puis par la suite, c'est advienne que pourra. Puis il y a plein d'autres villes canadiennes qui, évidemment, veulent ces investissements. Puis je peux vous dire, il y a aussi d'autres villes québécoises qui veulent ces investissements. Ça fait bien le restant que l'investissement s'en aille ailleurs. Ouais, alors là, il dit, je veux pas la roulette russe. Alors, je pense que ça met beaucoup de pression. Puis pour répondre de façon plus spécifique à la question, moi, ce que je me suis rendu compte en parlant, puis là, j'ai pas parlé avec tout le monde encore, c'est que tout le monde tire la couverte de son bord. Alors, si on en veut là, pour de vrai du transport collectif, moi, je me dis, la première des choses, c'est de garder le tracé. Commençons par une phase. Puis, c'est pas vrai que le métro de Montréal s'est construit du jour au lendemain. Ça a pris pas mal de temps, comme vous le savez. Puis, quand on a ajouté la station à Longueuil, c'était un ajout, c'était une autre phase. Là, la ligne bleue, on continue, c'est d'autres phases. Puis, par la suite, vers Laval. Mais il faut commencer quelque part. Puis, j'ai pas l'impression qu'on est parti pour ça en ce moment. Ça bloque. Puis, c'est clair, il y a quand même la chef de ce qu'on appelle la chef du caucus de Québec, qui est la vice-première ministre, mais qui est aussi la responsable de la capitale nationale. On dirait que ces relations là-dedans, dans ce dossier-là, c'est là que ça bloque parce que le maire avait d'excellents mots à dire pour François Bonnardel, le ministre du Transport, mais silence radio concernant la vice-première ministre. Alors, des fois, c'est dans le non-dit qu'on trouve sa réponse. Mais là, j'entendais que vous avez eu droit à un SMS pour vous, par contre. Ah oui! Enrico, non! Il n'a pas joué pour les Canadiens. Enrico, il me dit, comment ça, toi, tu as eu un message d'accueil, puis moi, j'ai rien eu. Désolé, Enrico. Ben oui, très sympathique. Vendredi soir, la vice-première ministre m'a texté pour nous souhaiter la bienvenue, puis qu'elle a hâte de collaborer dans les différents dossiers de la magnifique capitale nationale. Encore dans l'entrevue à Radio-Canada, vous avez dit un truc qui a attiré mon attention. J'ai accroché. Oui, c'est mystérieux. Vous avez évoqué le trajet réellement désiré par les gens de Québec. Qu'est-ce que vous vouliez dire exactement? Bien,
Les gens me disent là, qu'initialement, on parlait de partir de Charlebourg, puis il y en a qui disaient oui, puis il faudrait que se rendre jusqu'à l'aéroport en passant par Marly. Puis ça tombe bien, moi j'ai travaillé à Revenu Québec, à Marly. J'ai enseigné le programme de maîtrise en fiscalité, on le donnait aussi à Marly. J'avais fiscalité internationale là-bas, fiscalité américaine. Donc je sais qu'il y a beaucoup de monde qui travaille à Revenu Québec. Et c'est clair qu'il y en a qui partent pour de vrai de Le Bourgneuf pour se rendre là. Ouais. Donc c'est clair que si on veut qu'éventuellement, surtout là, les nouvelles générations sont plus enclins à utiliser le transport en commun, le transport collectif, il va falloir qu'on soit capable de regarder la carte de chaleur puis se dire où est-ce que j'ai le plus de gens là, qui sont enclins ou qui peuvent utiliser le transport en collectif pour se rendre à destination. Il va falloir qu'on parle de ça aussi, là. Donc, moi, je vois que la première phase, correcte, on nous a donné un montant maximum. Le gouvernement ne veut pas faire aucune somme additionnelle, alors ne veut pas ajouter de l'argent dans le projet. Mais dans ce cas, il va falloir qu'on réfléchisse tout de suite, dire, je comprends, vous voulez que ce soit 3,3 milliards pour la première phase, mais êtes-vous capable de vous engager à chercher des sommes additionnelles pour phase 2, phase 3, puis tout de suite, là, frapper à la porte à Jean-Yves Duclos, au niveau fédéral, dire, hey, vous n'avez pas 20 milliards, vous, au fédéral, pour le transport collectif, on est preneurs. Marois Risky, c'est quoi? Il y a une expression qui est consacrée, on dirait, dans les médias qui viennent surtout de Montréal, on dirait qu'on parle du mystère Québec. C'est quoi le mystère Québec? Est-ce que vous allez pouvoir nous aider? Est-ce que vous allez pouvoir nous aider à percer le fameux mystère Québec? Je vais vous dire, ma prétention, moi, c'est que le mystère est à Montréal. Là. C'est comme même Montréal qui sont les seuls à élire des libéraux. Non, Québec a déjà été fortement libéral. Non, mais par contre, je regarde ça d'un point de vue plus historique, les vagues politiques partent de Québec. Parti québécois, l'ADQ, la CAQ. Oh non, vous partez des vagues politiques. Donc, c'est clair que si nous, on veut revenir au niveau national, ça part Québec. À partir du berceau de Québec. Alors, c'est là qu'il y a quelque chose. Vos radios parlées sont vraiment, diversifiées, puis deux, écoutez, les gens participent. C'est qui votre animateur préféré? Comment? Votre animateur préféré à Québec? Ah, ben, ils sont tous mes animateurs préférés. Je me rappelle de la gaffe de Mélanie Joly qui avait dit, mais c'est sûr, c'est Radio-Canada que je préfère le plus. TVA, je suis pas content. Hey, moi, je peux vous avez un pas d'avance sur moi. Ah non, mais c'est sûr que les radios, les gens prennent le temps d'appeler, d'avoir des opinions. Ils sont littéralement engagés dans le débat public parce qu'il y a un espace pour ça. Peut-être qu'ailleurs, au Québec, s'il y avait un espace pour participer autant, puis que les gens avaient l'impression que, ben oui, ils peuvent appeler et tout ça. Nous, c'est sûr qu'à Montréal, c'est davantage de 98.5 que les gens appellent. Après ça, Radio-Canada. Mais on n'a pas autant de radios que vous là, pour que ça soit aussi participatif, là, disons-le ainsi. Moi, j'ai un truc pour vous. Si vous voulez vraiment comprendre Québec, il faudrait que vous assistiez à un show d'Iron Maiden au Centre Vidéotron. Vous allez saisir une partie de l'esprit de Québec, puis je vous le dis, c'est une demi-blague. C'est ça, okay. Québec. Bon, ajoutez ça à ma liste. Mettez ça à votre liste. On vous invite, nous autres, les engagés publics. Là, on va y aller avec vous, Marois. Puis une autre affaire que j'ai remarqué, vous avez la rivalité facile. Ben oui. Oh oui. Ah oui, vous avez la rivalité facile. Ah oui, le but, le fameux but. Hey, pauvre monsieur Côté, il n'y a pas une journée de sa vie où il n'en entend pas parler 3-4 fois. Moi, je vais vous faire une confidence. Moi, je n'aimais vraiment pas le rouge et or parce qu'on mangeait toujours des cannes au basketball contre eux. Ben, tout le temps. Puis on se disait, non, c'est pas correct. C'est pas correct, c'est vrai, le rouge et or. Au basket, hein? Moi, j'ai joué au basketball, puis c'était phénoménal le programme qu'il y avait de basket, puis qu'il y a toujours. Puis quand je suis arrivée à l'Université de Sherbrooke, il n'y a pas d'équipe de basket, mais on a commencé une équipe de football. On a eu la honte de notre vie quand on a joué contre le Rouge et Or. Ils nous ont pas fait de cadeaux. C'est ça. Donc, peut-être que Québec pourrait nous aider à développer d'autres programmes ailleurs pour que ce ne soit pas tout le temps le Rouge et Or. Mais là, heureusement, le Carabin va mieux. Là. Vous allez pouvoir nous aider à ramener Nordique, peut-être. On va faire un jeu Capitale Nationale, OK? La meilleure poutine à Québec, c'est laquelle? La meilleure quoi? Poutine. Moi, j'ai beaucoup aimé celle, j'allais dire, pas les trois dingues, mon Dieu, dingons. C'est sûr, ça a coûté de 5 fois, là. Écoute, j'ai un blanc de mais j'ai le dingon. D-I-N-G. Moi, je suis à Charlebourg, fait que 7 fois, pour moi, c'est des péteux, là. Je veux pas... Ben, je connais pas non plus, mais Ashton aurait été une belle réponse.
Votre animateur préféré, je vous l'ai demandé tantôt. Est-ce qu'on dit-tu une autobus ou un autobus? Vous dites une. Ouais, Puis hein? ce que je sais, à Sherbrooke, mes amis de Québec, hey, il faut aller chercher, dépêche-toi, il faut aller prendre la bus. Oui. Bus. Eh Puis oui. je capotais à chaque fois qu'on me C'est disait ça la la bus. vraie façon de le dire. Mhm. Poteau ou poteau? Poteau. Ben, ça, c'est vous qui dites ça. Nous autres, on dit poteau. Ensuite, guitare ou guitare? Une guitare ou une guitare? Une guitare. Ah oui, ça, c'est Québec. Une baleine ou une baleine? Une baleine. Ça, c'est Québec aussi. En Baleine, fait, c'était quand je travaillais au Saguenay. une baleine. À Montréal, ça dit une baleine, ça dit une guitare. Ah ben nous, notre baleine, nous, elle a échoué, hein? Quelle histoire triste. Ouais. Quelle année bizarre, hein, on revoit, on Mais repense à tout ce qui s'est passé. OK. Écoutez, à Québec, là, on veut pas un réseau structuré. En réalité, on veut le retour des Nordiques. Fait que si vous êtes capable de nous aider à ramener les Nordiques, on va être bien contents. Ben, on a juste à demander, je sais pas, là, convaincre Céline Dion que c'est elle qui chante l'hymne national à chaque match. Peut-être qu'à ce moment-là, ils vont se dire il y aura toujours foule à Québec Ouais, ça, parce que sûr. Céline est là. Ouais, ça va venir de partout dans le monde. OK. C'est ce qui clôt notre segment sur la capitale nationale. On va passer à un autre de vos dossiers, l'éducation. Alors que l'Alliance des profs de Montréal réclame la démission de Jean-François Robert, j'ai écrit 2 fois. François Legault lui réitère sa confiance. Il a dit « On vit actuellement une crise qui est sans précédent, puis je ne voudrais pas voir personne d'autre que lui gérer ça. » Vous, Mme Rizky, voudriez-vous voir une autre personne que Jean-François Roberge pour gérer ça? Mais, hein, le 28 janvier 2021, j'ai fait un gros cercle dans mon agenda électronique. C'était une journée vraiment exceptionnelle. C'est excessivement rare que Véronique Yvon du Parti québécois fait une sortie aussi cinglante. On l'aime beaucoup. Bon, je l'adore. C'est une femme très consensuelle, rigoureuse, qui cherche toujours les voies de passage, qui fait des propositions, qui réfléchit, qui propose. Nous, M. Roberge, puis là, je dis le nous étant le trio en éducation, Christine Labrie, Véronique Yvon, on a pour de vrai essayé, avec le ministre, de lui donner plein de solutions. Et à chaque fois, je dois vous avouer qu'il dit oui, qui est content dans nos rencontres, il nous remercie, il n'arrête pas de dire « Hey, vraiment, c'est super bon, les filles. » Après ça, 2-3 semaines passent, on le talonne encore, on lui dit « Ben là, tu nous as dit oui pour le tutorat avec les étudiants collégiaux et universitaires, puis de rappeler les enseignants à la retraite en leur donnant des primes. » 1 mois passe, 2 mois passent, 6 mois passent. Comment je fais une vous annonce. l'expliquez? Alors, ça faisait vraiment longtemps là-dessus. Sur le rattrapage scolaire, là, nous, on en parle depuis l'été avec lui. On a eu des Zooms, on a eu des meetings. Puis vous l'expliquez comment? Je vais vous poser ma question. Ça se pourrait-tu que les ministres n'aillent pas suffisamment les coups des franges pour agir? J'ai l'impression que ce gouvernement-là, actuellement, centralise beaucoup le pouvoir au bureau du premier ministre. Ah non. Est-ce que ça pourrait expliquer... Dans son cas, c'est le ministre idéaliste qui a une enveloppe budgétaire excessivement importante. Et clairement, là, c'est ce qui l'échappe. C'est qu'il se traîne les pieds. L'an passé, là, au mois d'avril, on lui a dit, mais maintenant qu'on sait que la santé publique nous donne le OK pour faire des réunions en groupe de 10 maximum, immédiatement, on a dit, parfait, on peut rouvrir les écoles secondaires qui étaient partout au Québec fermées pour faire des camps pédagogiques en petits groupes de 10. Il dit, non, on peut pas. Ben oui, la santé publique vient de dire qu'on peut. Alors, finalement, il dit, OK, je vais réfléchir. Il a attendu 5 semaines. Il l'a annoncé dans un point de presse le 1er juin. Puis nous, on avait dit, parce que personne ne l'a vu venir dans le réseau d'éducation. Là, c'était rendu les directeurs d'école, ceux qu'on n'entend jamais. Là, la Fédération des directions d'établissement, c'est rare qu'ils sortent dehors pour chialer, eux autres. Là. Rare. On dit, une seconde, tu nous as jamais consultés, là? Là, tu veux que la semaine prochaine, on rouvre les écoles, puis qu'on part des camps pédagogiques. Les enseignants n'ont pas été consultés. Personne n'avait été consulté. Donc, nous, on trouvait que c'était une bonne nouvelle, mais elle n'a pas été attachée. Donc, 3 jours plus tard, il a dû tirer la plug puis annuler les inscriptions aux camps pédagogiques pour dire aux parents, finalement, ça n'aura pas lieu. Alors, le problème, c'est qu'il n'attache pas ses annonces. Il fait des... Nous, quand hier, on a appris qu'elle avait un nouveau directeur de communication, on est parti à rire. On se trouve qu'il est bon en communication. C'est dans l'action le problème, c'est dans les livrables. Là-dessus, nous, on a dit au premier ministre, depuis plusieurs mois, il a besoin d'aide, il n'écoute pas. Il fait vraiment à sa tête. Puis à un moment donné, je pense que c'était Bernard Drinville qui a dit, il est boqué.
Puis c'est vrai qu'il l'est, malgré toute l'aide qu'on peut lui apporter. Puis moi, je vous dis, le 28 janvier, première fois de ma vie que j'entends Véronique Yvon aussi cinglante envers quelqu'un. Il va falloir qu'on l'invite pour qu'il puisse répondre à tout ça. C'est quand même sévère comme constat. Je serais vraiment curieux de l'entendre. Ben, écoutez, ça fait 2 semaines. Ça fait 2 semaines que c'est ses attachés de presse qui répondent. Lui, il fait sa conférence de presse, il répond quelques questions. Puis après ça, quand le temps qu'il fasse sa conférence de presse, on gratte. Par exemple, dans l'annonce qu'il a faite sur le tutorat, nous, on a demandé de l'ensemble des étudiants qui puissent venir prêter main forte. Alors, il ne comprend pas. Il dit non, c'est seulement les étudiants en enseignement. Mais comment ça se fait que quelqu'un qui étudie en physique, en mathématiques, en actuariat, ne peut pas venir nous donner un coup de main pendant que 30% des élèves en moyenne au Québec du secondaire sont qui sont en échec en mathématiques. Là. Puis dans certaines régions, c'est 50%. Si j'avais une réponse positive pour une entrevue, je pense que je vais vous demander des questions. Comme ça, on va... Parce que, non, mais cette question-là, elle est au pire, je réécouterai cette entrevue-là, puis je prendrai des notes. On verra. Ça serait vraiment intéressant. OK, justice fiscale. On ne peut pas inviter Marois Risky dans un... je vois votre réaction. Dans un show, puis pas lui parler de justice fiscale. Là, c'est ça, je vais élargir un peu, mais hier, Bernie Sanders tweetait ceci. Le modèle économique de Wall Street est une fraude. En fait, ça est une fraude, c'est une traduction libre. C'est une déclaration qu'il semblait faire là, dans le sillage de ce qui se passe là, avec les investisseurs amateurs qui se sont réunis sur Reddit pour donner une leçon aux bonzes de Wall Street là, qui parient sur l'effondrement du titre boursier de GameStop. Puis là, EB Game ici, là, au Québec, on l'appelle de même, on appelle ça EB Game. C'est comme si on avait une révolte là, des petits investisseurs face à un système qui s'attaque aux symboles de leur enfance. Là. C'est peut-être un truc comme ça. Mais vous, Mme Risky, j'aimerais avoir l'avis. Aujourd'hui, je vous appelle Mme Risky soudainement hein, quand on parle de... J'aimerais avoir l'avis de la fiscaliste. Est-ce que le modèle économique de Wall Street est une fraude? Il y a plusieurs affaires que je peux dire pour expliquer pourquoi il a raison. Alors, je vais commencer avec le plus évident, la débanque financière 2007-2008. Qui a été arrêté? Personne. Alors que les agences de notation qui sont supposées de vérifier la santé financière des grandes banques, notamment celles qui ont coté AAA, AA, personne n'est allé vérifier sur le terrain. Ils faisaient pratiquement du Robin stamping, alors que c'était clair que sur le terrain, il y avait, oui, des parcs de maisons de banlieue, mais complètement vides. Il donnait du crédit à des gens. Il y avait un col qui m'avait remarqué une serveuse qui avait acheté comme 7 maisons à décor 40 000 par année. Allô, là, la Terre, là, ça ne prend pas un doctorat pour comprendre qu'il n'est pas capable de payer toutes ses dettes. Là. Et dans toute la débanque, il y a des gens qui sont suicidés là-dedans. Il y a eu beaucoup de Il y a des gens qui sont morts. Il y a eu des gens qui ont tout perdu. Qui littéralement partaient avec des sacs de vidange pour sortir de leur maison. Personne là-dedans est arrêté, de toute évidence, là, dans les grandes banques. Mais savez-vous quoi? Le Goldman Sachs, eux, trouvent le moyen de donner à leurs dirigeants 200 millions de dollars de bonus. Ça, c'est avec l'argent qui a été sorti du Trésor américain. Là. Alors, moi, ça m'a vraiment sidéré. Mais ça, il y a de la complicité là-dedans. Là. Ils ne font pas ça tout seuls. La complicité vient souvent, et en fait, généralement, par l'inaction des élus. Parce qu'ils ont le pouvoir. Là. Mais s'attaquer à Wall Street, prenez votre café de bonne heure le matin. Alors, ça prend Marois Risky puis Bernie Sanders. Mais Bernie, c'est qu'il se fait tout le temps stopper. Regardez là, qu'est-ce qui est arrivé avec Hillary Clinton. Ça me fait... j'aurais le goût de faire des ponts avec... j'aurais le goût de faire des ponts au Québec aussi. Vous allez à... Vous n'êtes pas le seul à se faire stopper, on dirait. J'ai l'avantage du temps devant moi. Moi, j'imagine que vous faites référence à moi. Tout à fait. J'ai l'avantage du temps. Et Bernie, c'est ce que probablement aussi qui est vu. Moi, j'aime sa façon de discourir. Là. Je le trouve bon, il explique ses affaires, il y a de la pédagogie. Puis les gens embarquent, mais il se fait vraiment littéralement stopper à chaque fois. Mais si on continue, pourquoi il y a un petit peu de fraude? Je vais vous donner un exemple plus particulièrement de chez nous. Dollarama. Mais Dollarama, là, c'est une belle entreprise qui a vu le jour chez nous au Québec. Est-ce que c'est normal qu'une société qui essaye d'acheter Dollarama
fait de la médisance sur les marchés financiers pour volontairement réduire la valeur de l'action de Dollarama pour faire ce qu'on appelle aggressive takeovers en anglais. Donc, c'est une offre d'achat hostile. Moi, je l'ai vécu quand j'étais chez Alcan au Saguenay. Là, la journée qu'Alcoa est arrivé, débarqué, on va faire une offre d'achat hostile. Puis le conseil d'administration s'est viré de bord. On dit non, on ne prend pas l'offre. On recommande aux actionnaires de ne pas prendre l'offre d'Alcoa. On va devoir se virer de bord puis trouver un autre actionnaire. C'était Rio Tinto Alcan, finalement. Mais chez nous, est-ce que c'est normal qu'on tolère, là, justement, que des gens volontairement s'assure de faire baisser le prix de l'action? C'est ça quand même, là, des fois sur des mensonges, sur des déclarations exagérées. Alors, quand je regarde Robinhood puis Reddit, ils essayent de faire, au fond, un pied de nez aux loups de Wall Street, là, aux géants, les hedge funds, mais tout ça, à la fin de la journée, il y a des gens qui payent, puis qui payent cher, que tout ça va s'effondrer. Puis immanquablement, là, l'histoire le démontre, ça s'effondre toujours. Qu'est-ce que l'État québécois doit faire en matière de lutte contre les paradis fiscaux, puisque le Canada semble même, lui, les encourager? Ouais. Canada. Bon, là-dessus, ils ne sont pas encore tout appris. Là. Le Québec, honnêtement, là-dessus, peut bouger. Là. Quand il y a eu le dossier de Netflix, on se rappelle, il y avait une certaine ministre qui expliquait en long et en large pourquoi on ne pouvait pas bouger, puis c'était vraiment impossible. Puis on l'a fait au Québec 6 mois plus tard, c'était réglé. Maintenant, c'est l'autre affaire qu'il fallait plus loin. S'assurer, par exemple, des revenus au niveau de l'impôt. Là. Facebook, Google, eux font des milliards. Ils font 3-4 milliards juste Facebook par année au Canada. Là-dedans, une grosse partie qui revient au Québec ne paye pas d'impôts. Puis c'est volontaire parce qu'on n'a pas, dans la loi, changé la définition d'un établissement stable. On pense encore à une affaire physique. Ça fait plus de 20 ans que le commerce numérique existe. Alors, il faut juste changer la loi, puis avoir la France le fait avec la taxe GAFA. Ça, c'est une chose que le Québec, là, puis le mythe là, qu'on doit attendre après Ottawa, c'est pas vrai. On a notre propre agence de revenus, Revenu Québec, notre propre loi, la loi de l'impôt du Québec. Puis savez-vous quoi? En plus de ça, nous autres, on a le courage politique pour le faire. On l'a déjà fait. Le prochain pas, ça serait pas tout simplement d'être une république, d'avoir notre propre pays, tant qu'à ça. Non, mais... Ben là, vous parlez de fédéralisme. Vous êtes en train de vanter. Oui, je le sais, je vais faire... Puis je vais vous amener, je vais le faire le pont tantôt, parce que je suis vraiment curieux de vous entendre là-dessus, mais... Tu sais, vous êtes en train de vanter le fait qu'on a certains pouvoirs. Pourquoi on les rapatrie pas toutes? Ben, c'est qu'on les a tous en matière fiscale. C'est même nous qui collectons la TPS fédérale. Donc, au niveau fiscal, on n'a pas besoin d'attendre. Il y a d'autres affaires qu'effectivement... mais si ça marche la fiscalité, ça devrait marcher dans d'autres domaines. Probablement. C'est sûr que si vous me parlez de frontières, je vais vous dire que c'est clair que c'est pas la meilleure gestion de M. Trudeau au niveau de la frontière. J'avais pas d'idée précise en tête, mais je suis content de voir qu'est-ce que ça vous a... Non, mais j'ai quand même un petit peu de suite dans les idées, là, quand même. Ah ouais. Parlons-en dans la lignée là, de la déception provoquée par Julie Payette. On aimerait savoir qu'est-ce que vous pensez de la monarchie. Croyez-vous que ça a encore sa place au Québec, au Canada? Personnellement, c'est pas un enjeu que les gens me parlent. C'est sûr. Donc, ça, c'était la ligne d'ailleurs du Parti libéral quand on leur parlait d'indépendance. Moi, les gens me parlent pas de ça dans la rue. Non, mais ils me parlent pas de ça dans Saint-Laurent. Donc, je peux pas vous dire à Saint-Laurent, j'ai sondé le monde. Ouais. Ça, non. Mais je vais vous dire, moi, personnellement, la citoyenne, qui est députée aussi, je le sais. Personnellement, moi, je trouve ça archaïque. Puis, sincèrement, ce qui m'écoeure le plus, c'est que, peut-être que les gens ne savent pas, mais pendant un certain temps, le gouverneur général ne payait pas d'impôts. Savez-vous ça? Ah non, ben c'est Johnson, le dernier, qui l'a fait enlever. Mais que ça m'écoeure, que pendant plusieurs années, ils n'ont pas payé d'impôts. L'autre affaire qui m'écoeure, c'est qu'une fois que c'est terminé, pourquoi ils ont droit à une pension à vie? Surtout dans le cas de Mme Payette, elle a démissionné, elle a travaillé entre guillemets 3 ans. Pas trop fait honneur à la fonction. Hein? La troisième affaire qui m'écoeure, c'est le fait qu'ils ont même un budget de fonctionnement une fois qu'ils ne sont plus en poste. Pourquoi? Alors, moi, quand je vais quitter la vie politique, je n'aurai pas toute ma vie 250 000 $ de budget de fonctionnement. Là. On a un de nos collaborateurs qui s'appelle Jérémy Lepage, que peut-être que vous avez déjà vu, qui, au dernier épisode qu'on a fait avec lui, il a pratiquement fait le même discours que vous venez de faire, sauf que Jérémy, c'est un indépendantiste pur et dur, convaincu. Il n'a pas respiré pendant une demi-heure. Archaïque, il faut qu'on trouve la formule pour nous, là, mais on n'a pas à rester toujours avec la même formule, puis avec tout ce compte de dépenses. Ouais. Puis à la base,
je pense que le plus scandaleux dans l'affaire de Mme Payette, c'est que les recherches de base n'ont pas été faites. Vous savez, la recherche traditionnelle Google n'a pas été faite. C'était documenter l'histoire aux États-Unis, l'accident d'auto, c'était documenter la violence conjugale par rapport à son mari, c'était documenter déjà l'histoire à son naissance de Montréal. Alors, pourquoi ils n'ont pas fait de recherche là-dessus avant de lui donner un poste aussi important? Et surtout un poste, là, je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de monde là, qui lève la main pour être gouverneur général quand ils ont compris c'était quoi le salaire. Moi, je voudrais juste assistant, moi, je le prendrais. Grosso modo, vous aimez vivre dans un manoir, vous aimez voyager, remettre des médailles. C'était exactement la ligne d'Infoman hier. OK. C'est le voyons pas l'appel d'offres, mais la description de l'offre d'emploi. Écoutez, j'avais une autre question avant, mais là, je vais passer directement à la question du... On a un groupe, là, les engagés publics, où les fans se réunissent, puis je leur ai demandé, avez-vous des questions pour Marois Risky? Puis Marjorie Ramirez a demandé pourquoi Marois Risky n'est pas souverainiste. Mais ça, je l'entends souvent. Mais parce que moi, je suis très indépendante, puis c'est sûr que je crois à l'autonomie du Québec. Mais j'aime le Canada. Alors, je me dis que le Canada a besoin de nous. Moi, c'est à l'inverse. Je dis pas que c'est à nous de s'en aller. Non, mais c'est vrai qu'on a besoin de nous. On les a fait avancer sur plein de dossiers. Sinon, on aurait... Non, mais imaginez si on n'était pas dans le Canada. Imaginez le reste du pays. Écoute, pensez-y de ce nom. L'aide médicale à mourir, c'est nous autres. Non, mais attendez, l'aide médicale à mourir, c'est nous autres. Ben oui, je le sais. Il y a toutes les grandes avancées au niveau social, sont parties du Québec. Puis je trouve que on apporte quelque chose au Canada. Puis le Canada aussi, il n'y a pas tout le temps que du négatif. Là. Il y a plein d'affaires qu'on aime. Mais évidemment, il y a des affaires qu'on peut littéralement améliorer. Ce qui ne nous aide pas présentement, c'est sûr que quand il y a des mauvaises décisions qui sont évidentes, qui sont apparentes qu'il y a des mauvaises décisions, on regarde ça et on fait « voyons donc ». Voilà, parce que c'est la contrepartie de ce que vous étiez en train de dire, c'est que finalement, on traîne un boulet. OK. Non, on ne sait pas nécessairement traîner un boulet. Non, on prend notre place dans le Canada. Puis le Canada, des fois aussi, là, c'est arrivé. J'ajoute une question qui m'est venue pendant. Là, à quand un parti avec Véronique Yvon, Marois Risky, Sol Zanetti? On ramasse les meilleurs de toutes, puis on repart un nouveau parti. Écoutez... je réfléchissais à ça. Je pense pas que ça va arriver. Non, je ne penserais pas non plus. Retenez pas votre souffle, s'il vous plaît. Par contre, moi, ça m'a permis de réfléchir à la façon qu'on faisait la politique. On embarque Catherine Fournier là-dedans. Oui, je trouve que là, qu'il y a quelque chose qu'on fait qui est différent là, ces temps-ci. Je trouve ça beau. Je trouve ça agréable de travailler avec Véronique Yvon. Je trouve ça agréable de travailler avec Christine Labrie. Puis on s'entend bien. Puis je vous dis, là, du côté de la banquette gouvernementale, celle avec qui je trouve que c'est agréable de travailler, ça a été Sonia Lebel. Puis Véronique Yvon, je l'ai entendu dire, c'était Jean Boulay. Jean Boulay aussi, elle l'a aimé. Vous voyez, là, on se part un club des super députés. Madame Lebel est de la bienvenue, évidemment. Parfait, ça serait absolument merveilleux. Mais vous êtes un trio redoutable, là, cela dit. Ça doit être... On fait nos devoirs. Oui, très, très, très rigoureuse. Ma dernière question, pourquoi avez-vous pas été candidate à la chefferie du PLQ? Parce que j'ai tellement réfléchi. C'était trop tard. Non, je sais pas, non. Ah non, il n'était pas trop tard. Non, il n'était pas trop tard. Puis, mais j'avais une hésitation que j'arrivais pas à m'expliquer. Puis, il y a une phrase qui m'est venue qui dit « Quand tu le sais pas, c'est parce qu'au fond, tu le sais ». Alors, j'avais pas le sentiment, tu sais, la guerrière, le couteau dans les dents, puis y aller à la chefferie. Ça m'intéressait vraiment beaucoup, mais j'étais pas rendue là pour dire je vais tout faire pour gagner. Parce que dans ma tête, c'est que si tu veux vraiment gagner, il faut que toi-même, là, tu as le couteau entre les dents. Puis là, je ne l'avais pas. Okay. J'étais intéressée, mais pas encore le couteau entre les dents. Mais un jour, ça va venir. Super intéressant. Écoutez, nous, en tout cas, aux engagés publics, on ne veut pas que vous vous chicaniez avec Dominique Anglade. On pense que le Québec a besoin d'une Dominique Anglade et d'une Marois Risky. Bon, je ne chicane pas, c'est ça la bonne nouvelle. Parfait, tant mieux. Merci beaucoup, Marois Risky, d'avoir été avec nous, d'avoir accepté notre invitation, d'avoir été présente. Merci.
Merci à vous. Merci aux auditeurs d'avoir été à l'écoute. Vous connaissez nos canaux, vous pouvez nous suivre sur Apple Podcasts, sur Google Podcasts, vous pouvez nous écouter sur SoundCloud. On est maintenant sur YouTube, sur Facebook, on est en vidéo, vous le savez, là, on a à peu près tous les canaux possibles et imaginables. On a une boutique, on a un groupe. Vous avez toutes sortes de façons de nous suivre. Vous avez vu, j'ai même posé des questions qui venaient de vous, qu'on a pris directement dans le groupe. C'est absolument merveilleux d'échanger avec vous. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve pour un prochain épisode.